Il a ensuite montré les deux frères, leur disant que leur mère était décédée trop tôt pour une raison quelconque et qu'après les funérailles, ils avaient été découverts par des pilleurs de tombes. Ils ont également grandi pour devenir des pilleurs de tombes qui pillaient les tombes des gens. La diseuse de bonne aventure a appelé la famille Ma depuis le rivage de l'homme sauvage, leur disant qu'ils aimaient voler sur les voies navigables, mais que leur véritable passe-temps était de massacrer toute la famille. Et quant à Liu, la diseuse de bonne aventure lui a demandé s'il n'avait pas peur d'être retenu et battu au sol. Un homme a dit à la diseuse de bonne aventure qu'il n'avait pas besoin de dire des bêtises, car il aurait dû simplement leur dire qu'il devait s'asseoir sur la deuxième chaise, et que s'il disait quelque chose de mal, il se couperait le cou. La diseuse de bonne aventure les informa alors que c'était pour le deuxième siège selon l'ancien Tao. Il ne méritait pas de s'asseoir car il y avait une personne dans la forêt de Yuju qui le méritait. Les gens ont demandé de qui il s'agissait lorsqu'ils ont remarqué que Gao Feiyu et quelques autres arrivaient. Ils saluèrent Gao Feiyu et un homme s'approcha de lui, disant que la dernière fois qu'il avait été invité au village des tigres, il n'avait pas assez de vin, tandis qu'un autre homme intervenait en disant qu'il avait pensé à faire un traité avec lui et lui demandait s'il était intéressé. Zhu Shenji a informé Cheng Dalai qu'il devait trouver un abri car les vents étaient forts. Cheng Dalai remarqua les chais, regarda autour de lui et s'assit, marmonnant qu'il roulait depuis si longtemps que ses pieds étaient engourdis. Les bandits furent alors alertés et Dan Fei demanda à Cheng Dalai s'il voulait mourir. Il a pointé son couteau vers Cheng Dalai et lui a demandé s'il était digne d'occuper le poste de chef des bandits. Dan Fei a menacé Cheng Dalai de se baisser et de ramper, sinon elle le laisserait goûter son couteau. Cheng Dalai a demandé si elle était Dan Fei, le célèbre chasseur de dames, ce à quoi Dan Fei l'a menacé davantage pour qu'il s'en aille. Cheng Dalai rigola et appela Kinman, lui ordonnant de massacrer Dan Fei pour lui. Kinman s'est précipité vers Dan Fei, qui avait été jeté au sol et a craché une gorgée de sang. Dan Fei a alors cru qu'elle devait courir car Kinman était imbattable. Elle s'est retournée et a couru alors que Kinman se tenait derrière elle. Kinman a dégainé sa lance, a regardé attentivement Dan Fei qui courait et lui a lancé sa lance. Dan Fei a été frappé, a saigné et est mort, et les gens qui ont vu ce qui s'est passé se sont demandé d'où venait Cheng Dalai et sa compagnie. Cheng Dalai a ri et a murmuré que c'était beaucoup plus calme en ce moment qu'avant. La diseuse de bonne aventure marmonnait en s'asseyant et en mangeant que les quelques lignes de noms dans les livres d'histoire avaient créé d'innombrables tumulus et que les générations suivantes avaient vu les fondations créées par les dynasties précédentes reprises par les générations suivantes, tandis que les parties elles-mêmes pensaient qu'elles étaient fiancées, dans un combat de tigres. Il lui a ensuite demandé s'il était Cheng Dalai du village des crapauds. Cheng Dalai a demandé à la diseuse de bonne aventure quel était son nom, ce à quoi le vieil homme a répondu que son nom de famille était Guo. Cheng Dalai a deviné qu'il s'appelait Guo Zedang. Guo a suggéré qu'il devrait simplement l'appeler Monsieur Beidou car son vrai nom était plutôt ennuyeux. Cheng Dalai a dit à Monsieur Beidou qu'il était mystérieux parce qu'il pensait que ce n'était pas son vrai nom. Monsieur Beidou réfléchit, disant à Cheng Dalai qu'il n'était qu'un vieil homme ordinaire qui n'avait rien à cacher. Le système est alors apparu pour informer Cheng Dalai que le vieil homme s'appelait Enoying Guo et que son surnom était Monsieur Beidou, âgé de 75 ans, et possédait une compétence qui pouvait voir à travers le monde. Cheng Dalai pensait qu'il s'agissait d'une autre personne impénétrable, exactement la même que les Xingzai, car il pensait que le système ne pouvait pas voir à travers chaque personne. Il a répondu à Monsieur Beidou qu'il plaisantait simplement. Les bandits ont réalisé qu'il s'agissait du diable de la montagne Qingyue, tandis que d'autres ont déclaré avoir entendu une rumeur selon laquelle du Mao avait été tué par Cheng Dalai, et qu'il avait également brûlé Black Rock City et massacré des gens, tandis que les autres le considéraient comme un personne ordinaire. Un rugissement d'ours a alerté les gens que Boss Bear était en route. Un homme énorme chevauchant un ours est arrivé et le système a informé Cheng Dalai que l'homme s'appelait Sun Du et était surnommé Black Whirlwind, âgé de 38 ans et maître de la montagne Fu. Chaque bandit a salué Sun Du avec respect, lui disant qu'il avait récemment perdu du poids et qu'il apprécierait s'il pouvait lui donner du ginseng à utiliser comme tonique. L'autre bandit s'est présenté comme étant Iwa et a demandé à Sun Du s'il se souvenait de lui. En sueur, Cheng Dalai se demanda si Sun Du était le Boss Bear et fut émerveillé par l'ours qu'il montait. Les yeux de Cheng Dalai brillaient alors qu'il se demandait comment quelqu'un pouvait apprivoiser un ours noir comme monture et était captivé par l'apparition de Sun Du. Bégayant, l'un des frères informa Sun Du que l'un des sièges du pavillon Vent et Pluie était occupé par Cheng Dalai. Sun Du regarda attentivement et se leva sur sa monture ours et sauta vers l'endroit où Cheng Dalai était assis. Sun Du regarda Cheng Dalai et se pencha plus près de lui, le menaçant de se perdre. Cheng Dalai lui rendit son regard et informa Sun Du qu'il avait une crotte de nez. Sun Du serra les dents, se moqua et se mit à rire hystériquement. Cheng Dalai s'est alors moqué de lui, disant que son rire était pire que ses pleurs.
Sun Du leva sa hache et était sur le point de frapper Cheng Dalai, lui disant de mourir. Kinman a intercepté la hache de Sun Du et l'a paré, ce qui a amené Sun Du à le féliciter car il avait été capable de bloquer un coup de sa part. Cheng Dalai a ordonné à Kinman de bloquer une autre attaque de Sun Du car il invoquerait le tonnerre pour le tuer. Sun Du lui a crié dessus, demandant à Cheng Dalai s'il voulait toujours lui faire du mal. Cheng Dalai leva ses deux mains et dit à Sun Du de regarder le tonnerre dans le ciel. Avec une expression sombre, Sun Du recula, se préparant à l'attaque de Cheng Dalai. Cependant, aucun tonnerre n'a frappé, les laissant complètement sans voix. Gao Fei Wu et les bandits ont murmuré lorsque Cheng Dalai a commencé à rire comme un fou, demandant à Kinman s'il avait vu leurs expressions. Il a ensuite marmonné que Sun Du était vraiment stupide. Enragé, Sun Du a menacé Cheng Dalai de le mettre en pièces. Le général Kai est arrivé, demandant à Sun Du et Cheng Dalai d'attendre et leur a conseillé de ne pas le faire car cela violerait la paix entre les deux parties. Il a ensuite informé Cheng Dalai et Sun Du que Yang Longting avait récemment attrapé un rhume et qu'il organiserait l'événement. Cependant, Yang Longting les observait de loin, alors il leur a demandé de faire attention à leur manière. Sun Du s'est moqué et a dit à Cheng Dalai que sans le général Kai, il l'aurait découpé en morceaux. Cheng Dalai s'est moqué de lui sarcastiquement, lui disant qu'il avait peur. Le général Kai leur a dit que tant qu'ils promettaient d'écouter les ordres de Yang Longting et d'oublier tous les actes du passé, il y aurait pour eux un grand avenir qui assurerait leur famille. Cheng Dalai et M. Baidu ont crié des déclarations patriotiques pour leur pays tout en célébrant la bonne nouvelle. Ils se regardèrent tous les deux sans expression et se serrèrent la main après avoir pensé qu'ils pourraient être amis pendant longtemps. Cheng Dalai a ensuite informé le général Kai que depuis longtemps il désirait servir le royaume et que depuis sa jeunesse, il avait lu des livres sages et pensé à faire quelque chose pour le pays et le peuple, ce qui mettait le général Kai mal à l'aise. Il a poursuivi en disant que s'il avait pu, il aurait adoré lui arracher le cœur et montrer au général Kai à quel point il faisait chaud. Le général Kai a dit à Cheng Dalai qu'il n'avait pas besoin de s'enthousiasmer à propos de leur recrutement à ce moment-là et que Yang Longting était prêt à former une armée de héros et que parmi eux deux, un général serait choisi. Cheng Dalai a affirmé qu'il avait accepté le poste officiel de général et qu'il tiendrait sa promesse. Surpris, le général Kai a déclaré à Cheng Dalai qu'il n'avait pas dit qu'il était celui qui avait été choisi. Cheng Dalai a retenu le général Kai et l'a convaincu que s'il ne le croyait toujours pas, il lui montrerait son cœur. Sun Tzu lui a demandé s'il en valait la peine. Le général Kai leur a alors dit de ne pas se précipiter pour discuter car pour le moment il voulait laisser derrière non seulement le passé des bandits mais aussi les armes et l'équipement, les assurant de la sincérité de Yang Longting. Pendant que Yang Longting les regardait, il a dit à les Shanyan qu'il trouvait les bandits amusants parce qu'ils étaient tellement excités à l'idée d'obtenir quelques avantages. Les Shanyan a affirmé que celui de la montagne du roi Nu était raisonnablement discipliné. Cependant, il ne pouvait pas en dire autant de Sun Tzu. Yang Longting lui a ordonné de continuer à tester les bandits et de les provoquer un peu, car il se sentait bien avec quelques morts supplémentaires. Son regard fut perturbé lorsque Luo Tai arriva, humiliant les bandits et leur demandant s'ils s'appelaient toujours humains. En sueur, le général Kai était perplexe et a demandé à Luo Tai pourquoi il était venu, et Luo Tai a répondu qu'il l'aidait dans son travail. Yang Longting était en colère et a dit à les Shanyan de ramener Luo Tai. Le général Kai a demandé à Luo Tai de ne pas lui causer de problème et de rentrer. Luo Tai a répondu qu'il ne causerait pas de problème et qu'il montrerait son épée à tout le pays. Il a ensuite dit aux bandits que tant qu'il gagnerait contre son épée rapide à la main, il pourrait rester ou faire ce qu'il voulait. Cheng Dalai a demandé à Luo Tai à quelle vitesse son épée rapide était. Luo Tai a lancé quelques pièces et a dit à Cheng Dalai que c'était très rapide. Il se concentra sur les pièces, prit une position de balancement avec son épée et balança, coupant les pièces en deux. Il a souri et a rengainé son épée, et le système a informé Cheng Dalai que le nom de l'homme était Luo Tai, qu'il avait 25 ans et qu'il était un excellent épéiste. Les bandits étaient impressionnés après que Luo Tai ait coupé 3 coups avec une seule épée. Croyant qu'il était effectivement puissant, Luo Tai rit et dit aux bandits que même si l'un d'eux pouvait couper 3 pièces de cuivre, il les laisserait partir. Cheng Dalai n'a pas été impressionné et a informé Gao Fei Wu qu'il partait, ce à quoi Gao Fei Wu a répondu en lui demandant s'il ne voulait pas regarder l'émission. Cheng Dalai lui a alors demandé ce qu'il voulait qu'il regarde car ce n'était pas un spectacle parallèle et le vent commençait à se serrer. Le général Kai a demandé à Cheng Dalai pourquoi il voulait partir. Cheng Dalai a répondu qu'il avait encore du travail à faire dans le village et a assuré au général Kai que son cœur appartiendrait toujours à Yang Longting et que si on lui donnait un ordre, il n'hésiterait pas à traverser le feu. Le général Kai et Luo Tai étaient d'accord avec Cheng Dalai, lui disant qu'il avait raison alors qu'un homme étrange se cachait sur leur dos. Les deux soldats ont traîné Luo Tai,
ce qui l'a fait piquer une colère leur demandant de le laisser partir alors qu'il accomplissait son devoir envers Yang Longting. Chen Dalai a demandé au général Cai qui étaient ces personnes et lui a demandé s'il pouvait les présenter. Le général Cai a répondu qu'il s'agissait simplement de ses collègues. Il a demandé à Chen Dalai s'il était sur le point de partir, ce à quoi Chen Dalai a répondu qu'il allait y aller à ce moment-là. Chen Dalai fit signe à Luo Tai et à sa compagnie, leur disant qu'il en avait parlé au général Cai, tandis que Luo Tai se débattait, demandant aux deux soldats de le lâcher. Chen Dalai leur a alors dit qu'il avait beaucoup entendu parler d'eux et que les amis du général Cai étaient aussi ses amis, et qu'il les connaissait comme sa poche. Il leur a suggéré de se rendre hommage, ce qui a surpris le général Cai. L'un des soldats a informé le général Cai qu'ils étaient des soldats et qu'ils étaient incompatibles avec les bandits. Il lui a également rappelé qu'il devait penser à son avenir et ne pas se rapprocher des bandits, ce qui a laissé le général Cai sans voix. Pendant ce temps, sur le chemin du retour, Chen Dalai leur a dit que Luo Tai semblait fou et qu'il semblait également n'avoir aucun respect pour les habitants de la forêt de Yuju. Kinman a répondu et a dit à Chen Dalai qu'il n'avait pas donné son ordre, sinon il aurait fait de la vie de Luo Tai un enfer. Chen Dalai lui a dit de laisser Luo Tai devenir fou car il n'avait rien à voir avec eux. Tao Fei intervint et les informa que Luo Tai était le fils adoptif de Yan Longting, qui était têtu et pas assez volontaire pour être craint. Chen Dalai marmonna qu'il était difficile de dire que Luo Tai avait de réelles compétences et que Yan Longting était en effet entouré d'une richesse de talent, car plusieurs personnes puissantes les surveillaient à l'époque. Shu Shenji a demandé à Chen Dalai s'il pouvait partir et si Yan Longting voulait recruter des généraux. Il s'est dit préoccupé par le fait que s'il n'était pas là, le poste pourrait être arraché par Sun Du. Chen Dalai a répondu qu'il venait de décider d'aller montrer son visage et d'exprimer sa sincérité à tout le monde, et quant à Sun Du et lui-même, ce serait Yan Longting qui aurait besoin de lui et lui donnerait le poste officiel. L'un d'eux a alors informé Chen Dalai qu'il avait vu un grand arbre devant eux et leur a suggéré de s'abriter sous l'arbre et de manger quelque chose avant de continuer, ce que Chen Dalai a accepté. Pendant qu'ils campaient, ils firent une pause et discutèrent un moment. Kinman a remarqué quelqu'un derrière eux et a demandé de qui il s'agissait. Un groupe de personnes est apparu, armé d'armes. L'un d'eux s'est présenté comme Cai Dao et a déclaré qu'il était le deuxième chef de la montagne Fu. Il a dit à Chen Dalai que Sun Du leur avait ordonné de l'envoyer à la mort alors qu'il commençait à les charger. Gao Fei se demandait ce que Sun Du voulait dire, car ils avaient toujours été en paix avec la montagne Fu. Chen Dalai a pris son épée et a demandé à Gao Fei pourquoi il leur parlait encore et a également ordonné à ses hommes de tuer leurs assaillants. Kinman les a frappés et Gao Fei a également fait de même. Beaucoup de sang coulait vers leur feu de camp. Plus tard, un homme transpirait alors qu'il était menacé par une épée sous la gorge. L'homme a alors demandé à Chen Dalai d'épargner sa vie et de ne pas le tuer. Chen Dalai a accepté et a dit à l'homme que personne ne le tuerait et lui a ordonné de reprendre la tête de Cai Dao et de lui envoyer un message pour Sun Du. Cependant, il l'a mis de côté et a dit à l'homme que Sun Du comprendrait son message lorsqu'il verrait la tête de Cai Dao. L'homme a couru et Chen Dalai a marmonné que le fait que quelques-uns seulement essayaient de le tuer était tout simplement trop enfantin. Kinman a suggéré qu'il devait rentrer car il commençait à faire nuit, ce que Chen Dalai a accepté. L'un d'eux se demandait si la route qu'il prenait allait à Fallen Leaf City et était amusé par sa proximité, tandis que l'autre demandait à Chen Dalai s'il allait voir Suying. Chen Dalai a accepté et leur a dit de retourner d'abord au village car il y retournerait tout seul. Puis l'un d'eux a dit à Chen Dalai de faire attention. Chen Dalai a dit à Zhu Xuanji de ne pas y aller car il devait l'accompagner. Après leur arrivée à Fallen Leaf City, Zhu Xuanji a demandé à Chen Dalai pourquoi il l'avait emmené avec lui. Chen Dalai lui a expliqué que la raison était qu'il était ingénieux et qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il devait faire sans lui. Il a suggéré à Zhu Xuanji de l'appeler Prince Apu, ce à quoi Zhu Xuanji a accepté et lui a dit qu'il ferait également son travail. Chen Dalai lui a alors demandé ce qu'il devait faire. Zhu Xuanji a ri et a dit à Chen Dalai qu'il allait boire du vin de fleurs. Chen Dalai a laissé Zhu Xuanji partir et lui a rappelé de ne pas manquer sa tâche de le rencontrer au restaurant de Suying le lendemain, ce à quoi Zhu Xuanji lui a dit qu'il l'avait eu. Alors que Zhu Xuanji partait, Chen Dalai pensa qu'il avait couru vite. Cependant, Chen Dalai sortit une pochette de sa poche et marmonna que Zhu Xuanji boirait du vin de fleurs sans argent. La nuit est arrivée et Chen Dalai a frappé à la porte de quelqu'un. Il posa la main sur la porte et remarqua qu'elle était verrouillée de l'intérieur et entendit quelqu'un pleurer. Il a ensuite sauté sur le portail couvert et a atterri à l'intérieur de la maison. Xiaoda tenait un couteau et demandait qui était l'intrus. Elle s'est rendue compte qu'il s'agissait de Chen Dalai et lui a demandé pourquoi il devait franchir le mur au lieu de passer par la porte. Chen Dalai a demandé à Xiaoda pourquoi elle pleurait et où se trouvait Suying. Les larmes aux yeux,
Xiaoda l'informa que le père de Suying était décédé et que Suying voulait lui rendre un dernier hommage, mais elle a été kidnappée. Cheng Dalai l'a interrogé et lui a demandé de lui en dire davantage sur ce qui s'était passé. Xiaoda a expliqué que le père de Suying était décédé 3 jours auparavant et que Suying voulait lui rendre un dernier hommage mais a été expulsé à plusieurs reprises. Cependant, la famille de Suying ciblait les affaires de leur restaurant Huili et a déclaré que si le restaurant n'était pas restitué, elle ne serait pas autorisée à dire au revoir à son père. En pleurant, Xiaoda a dit à Cheng Dalai que dans l'après-midi, la famille Su avait appelé Suying pour discuter de la question, mais qu'elle n'était pas revenue. Cheng Dalai a tapoté la tête de Xiaoda et l'a réconforté, lui disant de ne pas pleurer car ils iraient chez la famille Su. Xiaoda s'inquiétait de l'identité de Cheng Dalai et allait se faire arrêter. Cheng Dalai, cependant, lui a dit qu'il partirait. Ils sont ensuite arrivés chez la famille Su et Xiaoda s'est tenu devant la porte. Xiaoda a frappé agressivement et a crié d'ouvrir la porte. Un homme a ouvert la porte, demandant pourquoi tout ce bruit et si Xiaoda était en visite pour pleurer. Xiaoda a demandé à Suzhong si elle avait été là pour Suying. Suzhong lui a crié dessus, lui disant de se perdre car Suying était parti avant la tombée de la nuit et ne l'avait pas vu revenir. Rétorqua Xiaoda en lui disant qu'elle ne le croyait pas et qu'elle avait attendu Suying qui n'était pas du tout revenu. Suzhong a rétorqué, disant qu'il ne savait pas et qu'elle avait dû partir à la recherche d'un homme sauvage, ce qui ne serait pas inhabituel pour elle puisqu'elle avait été l'épouse d'un bandit. Xiaoda était ennuyée et a dit à Suzhong de surveiller sa bouche, estimant que Suying avait dû être enfermé par eux, et lui a demandé de la laisser entrer pour le découvrir. Suzhong lui a claqué la porte au nez, lui disant de se perdre car elle n'avait aucune discipline et lui demandant si la famille Su était le genre d'endroit où elle pouvait entrer quand elle le voulait. En colère, Xiaoda serra les dents. Cheng Dalai lui a demandé si elle était sûre que c'était la famille Su qui l'avait fait, ce à quoi Xiaoda a répondu que Suying n'avait pas d'ennemis dans la ville et qu'il n'y avait personne d'autre que la famille Su qui l'avait fait. Elle lui a suggéré d'entrer en escaladant le mur et de trouver Suying et de voir ce que la famille Su voulait dire. Cheng Dalai lui a dit de frapper à nouveau car il voulait utiliser la porte. Xiaoda frappa et cria à nouveau d'ouvrir la porte et injuria Suzhong. Elle a poursuivi en disant que s'il tombait entre ses mains, elle lui donnerait une fessée jusqu'à ce qu'il devienne rouge et ajouterait d'autres injures. Suzhong a ouvert la porte et a crié après Xiaoda, lui demandant si elle voulait mourir. Cependant, ce n'est pas Xiaoda qui l'a salué mais Cheng Dalai, qui était sur le point de l'attaquer. Suzhong a été touché au ventre, le faisant tomber au sol, et tandis que Xiaoda le regardait, Cheng Dalai lui a demandé où elle risquait le plus d'être enfermée. Xiaoda lui a dit que la famille Su avait une cave où étaient parfois enfermés quelques subordonnés qui avaient commis des erreurs, pensant que Suying devait également être là. Cheng Dalai lui a alors dit de se dépêcher et d'aller à la cave. Pendant ce temps, lors des funérailles, une femme lui rendait hommage. Les Dado a informé sa petite sœur qu'ils avaient enfermé Suying et lui a demandé si cela n'avait vraiment pas d'importance. La femme a répondu qu'à ce moment-là, il devait garder Suying dans la cave pendant quelques années, et que lorsque le vent se calmerait, ils allaient la fiancer à un subordonné, et qu'elle pourrait tout faire sauf se résigner à son sort lorsqu'elle a donné naissance. Les Dado l'a interrogé, disant que son plan était un peu dur. La femme a serré les dents et lui a dit qu'elle était avec Susié depuis l'âge de 18 ans, mais quand il est mort, il a laissé à Suying toute sa fortune familiale sans lui donner une seule pièce. Elle a poursuivi en disant qu'aux yeux de Susié, elle serait toujours sa concubine et qu'elle croyait qu'une concubine était une esclave. Elle a demandé à les Dado comment elle pouvait lui dire combien elle avait souffert, comme s'ils venaient tous deux d'un milieu amer, et que ses parents l'avaient vendue à l'âge de 13 ans. En colère, elle a ajouté qu'ils avaient vécu jusqu'à ce moment-là et qu'ils auraient dû comprendre que s'ils ne se battaient pas pour ce qui leur appartenait, ils n'obtiendraient rien. Les Dado lui a rappelé que Suying avait des liens avec les bandits des montagnes et s'inquiétait de leurs représailles. La femme lui dit alors que les rumeurs disaient que même si elle suivait les bandits des montagnes, elle avait certainement été assez jouée avec elle, et qu'elle aurait été ramenée au village de montagne, et elle lui a demandé s'il y avait des montagnes douces et respectueuses, bandits dans le monde. La femme s'est levée et a dit à les Dado qu'il pouvait y aller maintenant et lui a ordonné de chercher pour elle des personnes physiquement talentueuses dans les prochains jours et de les recruter, car il y avait certaines choses qu'elle n'était pas à l'aise de faire en tant que femme. Les Dado lui a assuré qu'il y travaillait déjà et qu'il avait des pistes. Un homme a crié que les bandits entraient à l'intérieur, ce qui a choqué les deux frères et sœurs. Un groupe d'hommes, les serviteurs de la famille Su, ont alerté tout le monde que les bandits des montagnes étaient en route, tandis que d'autres cherchaient de l'aide. Ils ont alors réalisé que le bandit des montagnes était originaire du village de Toad, après avoir entendu des rumeurs selon lesquelles Cheng Dalai n'avait fait que du mal, depuis des enfants de 8 ans jusqu'à 99 ans. Il avait tué toutes sortes de personnes. Cheng Dalai les a informés qu'il ne voulait pas les tuer car ils appartenaient à la famille Su.
Avec un regard sérieux, Chen Dalai leur a ordonné de lui livrer Suying car il ne voulait pas les tuer. Les hommes de la famille Su avaient peur, ce qui a fait gagner des points de peur à Chen Dalai. Alors qu'ils tremblaient de peur, ils se dirent de passer en premier. Chen Dalai a alors dit à Xiaoda qu'ils allaient d'abord trouver Suying. Alors qu'ils couraient vers l'une des maisons de la famille Su, Xiaoda a demandé où se trouvait Suying. Elle a dit à Chen Dalai qu'ils étaient arrivés au sous-sol de la famille Su, pensant que Suying devait être à l'intérieur. Xiaoda a ensuite annoncé qu'ils étaient venus pour la sauver. Intrigué, Xiaoda ne comprenait pas pourquoi le sous-sol était vide et se demandait où se trouvait Suying. Chen Dalai a réfléchi et a affirmé que Suying avait été emmené car il y avait des traces de mouvement sur le sol. Une femme est apparue et a appelé Chen Dalai. Chen Dalai s'est tourné pour regarder qui l'avait appelé, et la femme s'est présentée comme étant Sulixi et lui a dit qu'elle l'avait déjà rencontré. Agitée, Xiaoda a demandé à Sulixi où elle avait caché Suying, la suppliant de la libérer. Sulixi a ignoré Xiaoda et a dit à Chen Dalai qu'ils étaient également inquiets de la disparition de Suying. Cependant, elle a informé Chen Dalai que Suying n'était pas dans la maison car elle était partie au crépuscule. Elle a poursuivi en disant que si Chen Dalai ne la croyait pas, il pouvait fouiller la maison et que toutes les portes de la famille Su lui étaient ouvertes. Alors que Chen Dalai la menaçait avec une épée au cou, il a demandé à Sulixi si elle n'avait pas peur qu'il la tue. Avec une expression calme, Sulixi a répondu qu'elle le considérait comme une personne héroïque qui ne mettrait pas en difficulté une femme faible. Douteux, Chen Dalai se demandait si Sulixi tergiversait. Il a ensuite rengainé son épée et tout en marchant, il a dit à Xiaoda qu'ils étaient allés chercher Suying à l'extérieur. Xiaoda n'arrêtait pas d'appeler Suying dans la maison de la famille Su, lui demandant où elle se trouvait. Ils sont arrivés à la salle funéraire lorsque Xiaoda a dit à Chen Dalai qu'il n'y avait personne non plus et lui a demandé ce qu'ils allaient faire à ce moment-là. Chen Dalai a répondu qu'il était facile de cacher une personne étant donné que la propriété de la famille Su était si grande. Frustré, il marmonna, croyant que Suying n'était pas dans les environs après tout, et que s'il l'avait fait sortir en si peu de temps, ils auraient pu la retrouver. Sulixi est réapparue et a dit à Chen Dalai qu'elle l'avait déjà informé que Suying n'était pas dans la maison. Avec un sourire narquois, elle a ensuite demandé à Chen Dalai de lui faire savoir immédiatement s'il avait des nouvelles de Suying car elle s'inquiétait pour elle. Aggravé, Chen Dalai a dit à Xiaoda qu'ils allaient partir. Cependant, Xiaoda insistait toujours pour retrouver Suying. Alors qu'il se précipitait pour quitter la maison familiale Su, Chen Dalai regarda de nouveau Sulixi et remarqua qu'elle souriait et regardait vers la salle funéraire, ce qui le surprit. Il s'est ensuite retourné précipitamment vers l'endroit où se trouvait le cercueil et a dit à Xiaoda d'ouvrir le cercueil. Les yeux de Sulixi s'écarquillèrent et elle dit à Chen Dalai que les os de son défunt mari Susié étaient encore froids et que le cercueil ne devait pas être ouvert. Chen Dalai l'a poussée hors de son chemin. Elle est tombée et Chen Dalai a ouvert le cercueil avec force et a jeté le couvercle, ce qui a fait un bruit de claquement. Choqué, Chen Dalai a alors marmonné qu'il avait trouvé Suying attachée et endormie avec des bleus sur le visage. Il l'a portée et a essayé de la réveiller alors qu'elle était inconsciente. Suying a ouvert les yeux et a remarqué que Chen Dalai l'appelait sérieusement et marmonnait également le nom de Chen Dalai. Elle l'a serré dans ses bras et lui a demandé s'il était venu pour la sauver, ce à quoi Chen Dalai a répondu qu'il s'excusait d'être en retard. Chen Dalai se sentit soulagé, marmonnant qu'il était heureux qu'elle aille bien. Troublé, Suying pensa que son esprit devenait vide alors que Chen Dalai la tenait si fort et si chaleureusement. Et pendant que son cœur battait si vite, elle se demandait ce qui n'allait pas chez elle alors que son visage devenait rouge. Ses yeux ont tournoyé et elle s'est évanouie, ce qui a incité Chen Dalai à lui demander pourquoi elle s'était encore évanouie, en supposant qu'elle avait de la fièvre. Chen Dalai a ensuite porté Suying et a menacé Sulixi de s'occuper d'elle une autre fois. Alors que Sulixi était agenouillé sur le sol, Sulixi s'est levé et a regardé Chen Dalai et les autres partir, et avec un air sombre sur son visage, elle a marmonné les noms de Chen Dalai et Suying, déclarant qu'elle n'en épargnerait aucun. 2.